Merci, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Olivier Perret, président d'Univers Sciences Partenaires et je suis ravi de vous accueillir ce matin. Pour les rares d'entre vous, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, notre structure rassemble des entreprises, des fédérations, des organismes de recherche désireux de promouvoir la culture scientifique et technique auprès du grand public, mais surtout auprès des jeunes. Et nous sommes tous convaincus que la science est source de discernement et d'émancipation. Et bien sûr, nous sommes adossés à Univers Sciences, établissement qui regroupe le Palais des Découvertes et la Cité des Sciences et de l'Industrie. J'espère que vous allez bien d'abord, dans ces temps un peu difficiles. Comme vous le savez, dans le cadre de nos groupes de réflexion et de partage d'expériences, nous avions initié l'année dernière, en plein confinement, notre premier site de webinaire sur le thème qui était autour de les initiatives et les innovations au service d'une économie et d'une industrie positive et responsable. Ça a attiré beaucoup de monde. Et on relance ce cycle cette année, en 2021, avec une programmation un peu différente autour de deux grands chapitres. Le premier, c'est comment faire de la science un sujet grand public. Et ce cycle est composé de 3 rencontres sous forme d'ateliers, présentation d'abord, et puis ateliers participatifs avec questions et réponses. On prend ça le matin, comme ça on est tous frais et perméables. Et la première, c'est aujourd'hui. On remercie Christophe Asselin de Digimind, qui traitera de la lutte contre la désinformation sur les médias sociaux. La seconde sera la Fondation L'Oréal, ça sera en mai, le mois prochain, qui interviendra sur la thématique Femmes et Sciences, enjeux et opportunités. Et enfin, en mois de juin, la Fondation 3M, qui présentera les résultats de l'étude mondiale française également sur la perception de la science dans le grand public. Voilà, dans le second chapitre, on ira un peu plus vers les géosciences, peut-être même la subsurface au second semestre, avec des interventions du BRGM, de l'Andra et de Rio Tinto. Donc, on est tous anxieux d'écouter ce que va nous dire M. Asselin. Je profite pour présenter notre nouveau délégué général d'Univers Sciences Partenaires, Claude Hugo, qui était jusqu'à l'an passé directeur des relations publiques de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, et qui prend la suite d'Alain Coine, que je salue d'ailleurs, qui est là, fidèle, toujours parmi nous. Voilà, à toi, Claude. Merci beaucoup, Olivier. J'en profite pour préciser qu'on parle de sol et de sous-sol, que tu es président de Schlumberger, donc c'est un secteur que tu connais bien. Et ces webinaires seront en tout cas très intéressants. Je remercie Alain Coine qui m'a passé le témoin en fin d'année dernière, donc pour ce nouveau job chez Univers Sciences Partenaires. Et je tiens aussi à saluer Bruno Macquart, le président d'Univers Sciences, qui est présent. Voilà, donc je pense que pour ce premier webinaire de l'année que j'anime, j'espère que vous allez trouver ce sujet passionnant. On se retrouvera donc après le webinaire pour un question-réponse, un temps d'échange. Et je passe maintenant la parole à Arabelle Laurence. Oui, merci Claude. Bonjour à tous, je suis Arabelle Laurence, associée du cabinet Balthazar qui est spécialiste dans l'accompagnement des transformations. Je suis très heureuse aujourd'hui d'inaugurer ce cycle de webinaires dédié à la perception des sciences et la perception des faits en général et de la place des sciences dans le grand public. Avant d'accueillir notre invité, par contre, et de lui passer la parole, je vais juste poser un peu le cadre de fonctionnement de ce webinaire. D'abord, ce webinaire va être enregistré, du coup, ça vous permettra aussi d'y avoir accès en replay. Vous pouvez, vraiment, je vous invite à poser vos questions tout au long de l'intervention de Christophe Asselin. Au fil de la conversation, je serai très heureuse de les relayer et nous aurons un temps d'échange dédié dans la deuxième partie de ce webinaire, après avoir écouté
Christophe. Voilà. Donc, commençons déjà sans plus attendre. Donc, on accueille aujourd'hui Christophe Asselin de l'entreprise Digimind. Alors déjà, un petit éclairage sur Digimind que peut-être tout le monde ne connaît pas. Mais Digimind, c'est une entreprise de la tech française et suffisamment rare de le dire dans le secteur concerné, mais c'est une entreprise indépendante, loin des conflits d'intérêts. Et qui a l'ambition eh bien, de nous aider à comprendre le monde tel qu'il est, en aidant les organisations à collecter des données précises et pertinentes pour avoir une vision la plus objective possible, hein, se rapprocher du réel pour pouvoir avoir une bonne vision de son environnement et prendre ce qu'on oserait appeler des décisions éclairées. Voilà. Christophe Asselin, vous allez nous parler des fake news, de la place qu'elles occupent dans nos villes, cette place qui nous a un peu sauté à la figure, si je puis dire, depuis un an où les réseaux sociaux sont devenus nos meilleurs amis. Vous êtes Chief Evangelist and Content Specialist. Je pense que ce titre a suscité beaucoup de questions. Et qu'est-ce que ça veut dire évangéliste dans votre métier, Christophe? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, effectivement, on pose souvent la question. Évangéliste, donc c'est une acception américaine. En fait, ça veut dire que c'est de la communication. Hein. Je vais tenter d'expliquer notre métier, nos produits et tous les sujets qui peuvent intéresser nos clients. Donc, ça peut être la gestion de crise, ça peut être des sujets liés à l'analyse des conversations des internautes sur les médicaments, et puis ça peut être aussi la désinformation, les infox, les fake news, comme le sujet d'aujourd'hui. Donc, il s'agit d'évangéliser à travers des conférences, des livres blancs, et des articles et des billets de blog. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok, merci. Alors, Christophe, je crois que vous suivez vraiment de près ce qui se passe dans ce domaine des fake news. Et d'ailleurs, j'ai bien compris de nos échanges que fake news, c'était un grand chapeau avec plein de catégories différentes. Donc, je vais déjà vous laisser nous expliquer, d'une façon d'ailleurs très scientifique, déjà quelles sont les différentes catégories et puis qu'on puisse bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait. Okay. Donc, encore une fois, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je remercie Claude Hugo et toute l'équipe d'Universions de me permettre de vous présenter ce webinaire sur les fake news. Comme l'a dit Arabelle, c'est un sujet très vaste. On va essayer ensemble de le décrypter et de vous donner des clés pour comprendre le phénomène et essayer de prendre du recul par rapport à ces fausses informations. Tout d'abord, le contexte. Le contexte en France, c'est important de comprendre le contexte parce qu'il peut être plus ou moins favorable, suivant les pays, à la diffusion des fausses informations et à leur adhésion, l'adhésion de certaines catégories de la population à ces fausses informations. Alors, je vais m'appuyer sur un certain nombre d'études qui sont faites chaque année, qui sont réalisées régulièrement, donc des baromètres. Et bien, il y a d'abord le Reuters Institute qui sort une étude tous les ans qui est passionnante et qui pose la question aux populations, donc sur 40 pays différents, est-ce que vous pensez pouvoir faire confiance à l'actualité la plupart du temps? 40 pays, puis il y a la France. Donc la France, je vais vous la montrer, elle est là, tout au bout. C'est la dernière en Europe en termes de confiance dans les médias d'actualité, quand on pose la question aux personnes, c'est 8000 personnes d'interroger, et l'avant-dernière dans le monde sur ces 40 pays. Donc on voit que avec cette mise en exergue internationale, parfois on a des chiffres, dans l'absolu on ne comprend pas forcément bien ce que veut dire voilà, X% de confiance, mais là, comparé aux autres pays, on voit que la France est complètement dans le peloton de queue, qu'il y a une véritable finalement défiance envers les médias d'actualité, hein, donc avant-dernier, avant la Corée du Sud. D'autres études encore, chaque année, il y a aussi le Trust Barometer de l'agence Edelman qui paraît, qui est tout à fait instructif. Il est paru cette année tout récemment en février. Et là encore, ça rejoint ce phénomène en montrant qu'en France, les médias sont
perçus majoritairement comme partisans et biaisés. Et c'est toujours plus que la majorité qui est d'accord avec certaines affirmations. Il y a 55% des Français interrogés qui considèrent que la plupart des organes de presse sont davantage soucieux de soutenir une idéologie plutôt que d'informer le public. Un petit peu plus encore, il y a 57% des journalistes et des reporters qui tentent délibérément d'induire les gens en erreur. Eh bien, il y a 57% des gens qui sont d'accord avec cette affirmation. Et puis 61% qui pensent que les médias en France ne sont pas suffisamment objectifs et ne font pas preuve d'impartialité. Et finalement, quand on regarde les différentes études qui sortent sur la confiance dans les médias et dans les médias d'actualité, ça va toujours dans ce même sens. Et aussi un autre point qui est intéressant et qui va finalement alimenter un des piliers du problème des fake news, c'est que on a déjà une confiance faible envers l'information sur Internet. Le baromètre Kantar, Lacroix, l'a aussi réalisé tous les ans, montre que les Français ont d'abord confiance dans les actualités telles que la radio les raconte. Alors c'est une faible majorité, hein, c'est 52%. Ensuite dans la presse, ensuite dans la télévision, et puis on a moins confiance, beaucoup moins confiance envers l'information qui est diffusée via le canal Internet, toutes catégories confondues, que ce soit les sites de médias ou les réseaux sociaux, donc pour 28%. Donc faible confiance envers l'information sur Internet, du moins c'est le canal le plus bas en termes de crédibilité chez les Français, le canal, pardon. Mais parallèlement, c'est un canal qui est de plus en plus utilisé par les plus jeunes Internet. Il y a des grosses disparités selon les classes d'âge. Le baromètre Lacroix montre que chez les 35 ans et plus, on accède d'abord à l'information par la télévision à 53%, et puis Internet, c'est 23%. Si on prend les moins de 35 ans, cette fois-ci, c'est l'inverse, c'est plus que l'inverse d'ailleurs, puisque cette fois-ci, les moins de 35 ans vont accéder à l'information par Internet à 66% et par la télévision seulement à 26%. Et si je prenais encore une classe d'âge encore plus jeune, par exemple les moins de 25 ans, ce serait 75% d'accès par Internet, dont la moitié accède à l'information par les réseaux sociaux. Et justement, ces réseaux sociaux, c'est toujours l'étude de Reuters qui le montre, gagnent sans cesse du terrain comme source d'accès à l'information. En France, les réseaux sociaux les plus utilisés et donc les plus lus pour s'informer, parmi d'autres usages, c'est Facebook, c'est YouTube, c'est Messenger, c'est Twitter, Instagram et WhatsApp. Et on voit qu'il y a certains réseaux sociaux qui au départ ne sont pas dédiés à l'information. Parce qu'un Facebook, on peut se dire, il y a un fil d'actualité, donc c'est un peu fait pour diffuser de l'information. Instagram, à l'origine, c'est vraiment pour diffuser du visuel, de l'image. Eh bien, il y a de plus en plus de jeunes qui s'informent par Instagram, et parfois c'est exclusivement via ce canal-là. Évidemment, ça va être une sélection d'informations parmi d'autres, parce que ça va être plutôt de l'information visuelle. Et dernière remarque sur ce point, sur cette slide, eh bien, vous remarquez que sur les 6 réseaux sociaux les plus utilisés pour accéder à l'information, il y en a 4 qui appartiennent à la même multinationale, hein, Facebook. Donc il y a Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp qui appartiennent donc tous au même groupe. Alors ça, c'était pour un peu poser le contexte, et comme l'a dit Arabelle en introduction, on va regarder un petit peu quels sont les différents types de fake news qui peut y avoir. Parce que fake news, c'est un peu un terme effectivement ombrelle, un terme générique qui recouvre différentes réalités. Alors, il peut y avoir des définitions très simples des fake news ou un Fox en français. L'IFOP nous dit que ce sont des fausses informations qui sont fabriquées et diffusées volontairement sur Internet dans le but d'induire en erreur. Donc ça paraît facile comme ça, seulement le terme il a été quand même assez galvaudé ces dernières années, notamment par Donald Trump qui parlait régulièrement de fake news médias pour désigner tous les médias qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et puis on a vu que derrière les fake news, il y a des choses très différentes. Il y a de la désinformation, il y a ce qu'on peut appeler les théories du complot, la pseudo-science, la manipulation. Donc, on va regarder certains de ces concepts ensemble pour essayer d'y voir plus clair. Alors, tout d'abord, je voulais vous parler de la mésinformation, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. La mésinformation, qu'est-ce que c'est?
c'est le partage qui va être involontaire de fausses informations. Hein, vous ne faites pas exprès, vous ne faites pas une démarche volontaire de partager une fausse information, mais vous allez partager des informations qui sont erronées, qui sont anciennes, obsolètes, parce que vous ne faites pas attention, parce que vous manquez de connaissances sur le sujet. Donc, vous les partagez très vite, on clique sur son smartphone et on partage l'information très rapidement. Si par exemple, au mois de juin de l'année dernière, il y avait le lancement de l'application Stop Covid, hein, qui est en quelque sorte l'ancêtre de Tous Anti-Covid. À l'occasion du lancement de cette application, il y a eu de très nombreuses fausses informations qui ont été diffusées sur Facebook ou sur WhatsApp en disant qu'elle allait s'installer d'office sur vos smartphones et elle allait vous tracer, vous géolocaliser. Donc c'était une fausse information, mais qui a été massivement partagée par beaucoup de personnes qui, en toute bonne foi, pensaient que c'était la vérité. Puis il y a ce genre d'informations aussi qui sont créées dans le but de nuire. Je parle de l'information qui s'affiche, c'est une page Facebook Didier Raoult officielle, qui est une fausse page. Donc il y a une volonté vraiment nette de faire une fausse page, puisqu'on se fait passer pour le professeur Didier Raoult. Elle est relayée par cette jeune personne au-dessus sur Twitter qui dit je suis complètement d'accord avec le professeur Raoult. Seulement, le vrai professeur va répondre après, toujours sur Twitter, en disant j'ai pas de page Facebook, c'est un faux, ni moi ni mon équipe n'avons de page Facebook. Entre-temps, l'information a été déjà likée et partagée, et donc c'est diffusé, c'est propagé. Donc cette personne a finalement diffusé en toute bonne foi une page qui a été créée de toutes pièces, une fausse page du professeur Didier Raoult. Autre catégorie de fausses informations, ce qu'on peut appeler la manipulation par décontextualisation. Là ici, ça va être des informations qui vont être déformées, qui sont construites à partir de morceaux d'informations qui sont réelles, mais qui sont diffusées dans un contexte totalement différent. Donc ça peut être une information qui va être réécrite ou tronquée, une image, une vidéo tronquée, une ancienne vidéo qui va être légendée de manière totalement différente avec une fausse information, ou une vidéo qui vient d'un autre pays et qu'on va légender comme étant tournée en France, par exemple. Donc le créateur initial, il a bien conscience de manipuler les gens avec cette décontextualisation de médias, de photos, d'images, de textes. Mais là encore, il y a des internautes qui peuvent partager en toute bonne foi. Donc, c'est quoi, par exemple? C'est par exemple ce type d'image. Donc, à gauche, vous avez la photo de l'investiture de Barack Obama en 2009. À droite, c'est la même photo, mais cette fois, c'est l'investiture de Donald Trump en 2017. Et il y a beaucoup de partisans de Donald Trump qui avaient diffusé la photo de gauche en disant voilà l'investiture de Donald Trump, il y a eu beaucoup de monde, alors que c'était évidemment moins le cas pour Donald Trump. Donc on a pris une photo et on l'a fait passer pour la réalité, pour évidemment une information concernant l'investiture de Donald Trump. Plus près de nous, il y a cet autre type de photo. C'est une photo qui a été prise à la gare Montparnasse en 2016 lors d'une panne électrique. Donc, il y a un peu de foule qui attend. Et elle a été légendée l'année dernière comme quoi c'était une photo de méchants Parisiens qui allaient partir de Paris pour vivre le confinement en province, et évidemment sans distanciation, sans masque. Et ce type d'image détournée, relégendée, le partage et la diffusion s'est fortement accéléré depuis le début de la pandémie en mars de l'année dernière. Autre catégorie d'information, cette fois-ci la fake news pure et dure, fausse information, un Fox. Là, c'est une information qu'on va volontairement fabriquer. Donc, soit une personne, soit c'est une organisation derrière. Donc, c'est finalement un peu la profession, le métier de diffuser des fausses informations, des informations déformée. On va utiliser des faits ou des données qui n'existent pas en l'état. Elle est inventée, elle peut être inspirée par des situations possibles, mais pas des faits. Et c'est souvent élaboré à partir de l'agrégation de faits et de données qui n'ont pas de rapport entre elles. Et on a vu naître un autre type de fake news
à l'occasion de la pandémie, c'est les statistiques. Vous savez qu'à l'occasion de la crise de la Covid-19, on a beaucoup de statistiques quasiment quotidiennes. Et là, il y a ce monsieur sur Twitter que vous voyez qui a l'habitude de partager les fausses informations, qui tente de minimiser la pandémie en disant bah voilà, des statistiques qui démontrent qu'il y a eu beaucoup plus de décès en 2019 qu'en 2020. Puis pour crédibiliser, pour légitimer en quelque sorte son propos, il met source INSEE. Donc là, c'est encore pire. Et là, l'INSEE a très bien fait son travail parce qu'elle va directement répondre à cette fake news en disant bah non, c'est faux, il y a eu beaucoup plus de décès en 2020 qu'en 2019. Et il donne les chiffres à l'appui. Seulement, c'est toujours le même problème. Même si l'INSEE est très suivi, eh bien, le tweet de l'INSEE, donc qui défait la fake news, a été moins vu, moins partagé, moins liké que la fausse information initiale. Et puis, il y a les fameuses théories du complot et complotisme. Alors, c'est un peu différent de la fausse information, mais c'est très lié. Et en fait, on peut dire que les théories du complot, ça se nourrit des fausses informations. Une théorie du complot, pour faire simple, ça va désigner toutes ces thèses qui vont dire qu'il y a un groupe de personnes puissantes, des groupes plus ou moins occultes qui manipulent d'autres personnes, ou le monde entier ou des pays. Et donc, ces thèses sont diffusées par ces fameux courants conspirationnistes. Alors, ça fait souvent appel finalement un peu aux légendes urbaines ou aux émotions des personnes. Alors, les théories du complot, pardon, les plus connues, c'est par exemple le fait que les attentats du 11 septembre ont été organisés par le président des États-Unis. Et puis, plus proche de nous, il y a le mouvement QAnon qui dit que, bah, en fait, le président Trump devait lutter, ou doit lutter encore, quand il était président, contre un groupe, finalement un groupe de pédophiles satanistes qui tenterait de déstabiliser le pouvoir en place. Et ces théories du complot, elles sont nourries régulièrement par des fausses informations qui finalement vont les attiser et rallier encore des membres à leur cause. Donc, par exemple, il y a eu des fausses informations qui ont dit que lors de l'assaut du Capitole, ce n'était pas du tout des militants d'extrême droite, hein, qui ont pourtant été pris en photo, mais c'était des militants d'extrême gauche qui s'étaient introduits dans le Capitole. Et puis, il va y avoir ce type d'informations, toujours sur le Capitole, qui ont été relayées il y a quelques semaines, qui sont relayées parfois par les personnalités, là c'est sur Twitter. L'assaillant du Capitole qui avait fouillé dans l'ordinateur de la speaker Nancy Pelosi a dû découvrir des choses qu'il ne fallait pas. On vient de le retrouver assassiné dans le sous-sol de sa maison. En fait, là, il y a un compte qui s'appelle Fake Investigation. Fake Investigation, c'est ces initiatives de particuliers dont je vais vous reparler tout à l'heure, des initiatives de particuliers passionnés par la lutte contre la désinformation qui vont essayer de dire bah non, ça c'est une fausse information, voilà ce que sont les faits. Et donc, il parle de cette fausse information, ce compte Fake Investigation, il dit quelques faits à ce sujet. D'après le légiste, la personne s'est suicidée dans son sous-sol, rien n'indique que c'est lui qui avait volé l'ordinateur de Pelosi, et l'ordinateur volé était utilisé pour des présentations dans la salle de conférence. En fait, la fausse information est surtout partie de ce site, qui est bien connu, donc Sputnik. Le site Sputnik diffuse souvent des informations un peu fausses, déformées, ou des titres un peu racoleurs comme celui-ci. L'homme ayant fouillé l'ordinateur de Nancy Pelosi au Capitole a été retrouvé mort par balle. Avec un titre comme ça, bien ça laisse la place à de nombreuses thèses, à l'imagination. Et après, donc, voilà, la désinformation et la déformation de l'actualité, de la news brute est en marche. Alors que les faits, c'est celui-ci rapporté par Forbes notamment, que un homme de Géorgie donc impliqué dans l'attaque du Capitole est mort par suicide. Donc on voit qu'il y a des médias qui vont finalement diffuser des informations déformées, mal titrées, avec des titres racoleurs qui vont favoriser la diffusion des fake news et qui vont nourrir la théorie du complot. Donc, par rapport à ça, il y a des outils et des ressources dont je vais vous parler qui permettent de faire un petit peu le tri entre vraie information et fausse information. Donc nous, par exemple, chez Digimind, nous, c'est des outils. Tu vas pouvoir lancer ta machine? Chez Digimind, c'est des fausses, enfin, c'est des logiciels, pardon, qui
qui font de la veille et qui sont dédiés à l'écoute et l'analyse des informations sur les réseaux sociaux et sur les médias sociaux. Donc, on va collecter les différents messages qui sont postés sur un Facebook, un Twitter ou sur un forum sur un thème bien précis. Et on peut se dire, finalement, pour lutter contre les fake news, la solution, c'est sélectionner des sources et des auteurs qui vont être vérifiés, qualifiés et classés en fonction de leur pertinence et de leur sérieux et la confiance auquel on peut accorder à ces sources. Et très souvent, ce sont même nos clients, donc dans le domaine des sciences, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture, par exemple, qui vont qualifier eux-mêmes un certain nombre de sources parce que c'est eux qui ont la vraie compétence pour dire cette source-là est très sérieuse, cette source-là un peu moins. Donc on peut se dire, voilà, on fait de la veille et toute l'information que je vais recevoir, elle va provenir de sources dignes de confiance. Mais avec cette méthodologie-là, on risque de passer à côté de tout un tas de choses qui nous concernent. On va se créer une bulle de filtre très positive avec des informations dignes de confiance, mais on risque de rater forcément toute cette masse de fausses informations qui peut impacter mon activité, qui peut concerner mon secteur, mes produits, mon entreprise, ma réputation, le nom de mes dirigeants ou mes produits. Si vous êtes par exemple dans l'industrie pharmaceutique et de la santé, Christophe, il y a ton micro qui est coupé. Oui, c'est coupé. Oui, si on ne surveille pas les fausses informations qui vont, par exemple, être diffusées et sur les fake sciences, les pseudosciences, qui vont dire, par exemple, que le cancer peut être guéri par des vitamines, ce qui est un cas réel que je vous cite, vous allez manquer un certain nombre d'informations. Donc pour cela, il est intéressant de faire de la veille aussi sur des fausses informations, de les considérer, mais il va falloir donc les qualifier le degré de désinformation ou non de source. Et donc je voulais vous montrer cette cartographie. C'est une agence américaine, une agence de communication américaine qui a qualifié les sources généralistes d'informations en Amérique du Nord, suivant deux axes. L'axe horizontal, c'est la proximité politique. À gauche, la gauche au sens américain, et à droite, proximité politique de droite. Et puis l'axe vertical est très intéressant. En haut, c'est les faits bruts rapportés. On descend un petit peu, ça va être un mélange de faits et d'analyse. On descend encore un petit peu, ça va être un mélange de faits et d'opinions. Et puis, si on descend tout en bas, là, ça va être des informations vraiment déformées et complètement en bas, ça va être des informations vraiment inventées. Et donc, on a par exemple au centre et en haut les canaux qui diffusent, qui rapportent des faits bruts. C'est des agences comme Reuters ou Associated Press. Et puis, en bas à droite, des gens qu'on connaît bien ici du côté de l'Atlantique, par exemple Fox News, donc évidemment classé à droite, et qui est classé comme diffusant des informations très sélectives et parfois très partisanes et déformées. Puis tout en bas, on a des sites comme InfoWars qui eux, sont spécialistes dans la diffusion d'informations plutôt inventées, donc de la fausse information. Bien, en fait, c'est ça qu'il faudrait faire avec des outils de veille, ce serait qualifier, via un gros travail certes, mais nécessaire, également les fausses informations, suivant leur degré, on va dire, de toxicité, suivant le fait qu'elles diffusent systématiquement des fausses informations ou qu'elles déforment l'information. Alors, pour prendre en compte un peu la réalité des fake news dans cette période de pandémie, chez Digimind, on avait réalisé 2 études, une l'année dernière qui concernait toutes les fake news, toutes catégories confondues, concernant Covid-19, et puis on a réédité une étude similaire entre septembre et janvier de cette année pour voir cette fois-ci quelles étaient les fausses informations les plus fréquentes partagées sur les médias sociaux en France, en français, concernant les vaccins anti-Covid. Donc on a mis en place une méthodologie, on a collecté un peu plus de près de 9 millions de mentions à propos du Covid et du coronavirus. Et ensuite, on a filtré pour arriver à près de 20 000 messages concernant les vaccins, concernant des fausses informations sur les vaccins. Tout ça pour voir la réalité des partages des fausses informations sur les vaccins en France. Et donc, ensuite, on les a classés
pour voir quels étaient les thèmes les plus partagés. Alors, on ne va pas tous les détailler, mais je vais vous montrer un peu le style de fausses informations. La première information, la fausse information la plus partagée de loin, pour plus d'un tiers des thématiques, c'est que les vaccins à ARN messager vont modifier l'ADN humain. Alors, il y a des variations dans cette fake news. Il y a des fake news qui disent que les vaccins à ARN messager on va muter ou qu'on va vous injecter des OGM à l'intérieur du corps. Donc ça, c'est toutes les variations propres aux fake news. Deuxième type de fake news les plus partagés, le vaccin Covid-19 rend les femmes stériles. En troisième, le vaccin de Bill Gates contient une puce de suivi. Il faut savoir que Bill Gates, c'est un des piliers des théories complotistes. Il est considéré comme quelqu'un de néfaste par la théorie du complot. Et il est allié au Big Pharma pour mettre en place une surveillance de masse. Les vaccins anti-Covid provoqueraient des infections au VIH. Là, on agit sur les peurs. Et puis, dans ce top 5, Morissette, première vaccinée en France, est morte. Donc, on a distingué une quarantaine de thématiques comme ça, et on voit bien les mécanismes auxquels obéissent la diffusion et la propagation des fausses informations, que ce soit en période de pandémie ou en période normale. Le vaccin permet, par exemple, une surveillance et contrôle de masse. Cette fake news-là, c'est un classique des fausses informations, des théories du complot. Un contrôle de masse, Big Pharma, les méchantes multinationales, ça revient très très souvent. Ensuite, on voit qu'il y a une régionalisation et une duplication des fake news suivant les pays. Le vaccin avait été déjà trouvé en avril 2020, ça c'est la version originale, et la version française, c'est la France a trouvé le vaccin dès mars 2020. La première Britannique vaccinée est morte quelques jours après injection, et bien là, c'est la première version européenne de la fake news ensuite qui dit en France, Morissette est morte quelques jours après son injection. Etc. Le professeur Raoult incite les Africains de ne pas se faire vacciner, version française de Obama recommande aux Africains de ne pas se faire vacciner. Donc on voit qu'il y a tout un écosystème qui vit, qui mute en quelque sorte, qui se propage et qui se duplique et qui va s'être adapté suivant les pays. Alors je vous parle d'outils, mais ce qui est très important, c'est de comprendre un peu les mécanismes intellectuels chez vous, chez moi, chez les gens qui peuvent se mettre en œuvre lorsqu'on est face à une fausse information. On nous pose souvent la question, chez Digimind, c'est peut-être la question la plus fréquente par rapport au sujet des infox, des fake news, qui sait finalement qui diffuse les fake news? On veut savoir finalement d'où ça vient, quels sont les plus gros diffuseurs. Alors je vais utiliser les réponses d'un article d'un professeur de management de Neoma Business School qui explique quelque chose sur les théories complotistes et qui s'applique parfaitement aux fausses informations. Il nous dit que les théories complotistes sont reprises par ceux qui y croient. Ça, c'est important, cette notion. Souvent, on a envie de partager parce que ça nous arrange, on aime bien, on est d'accord, donc on y croit. Reprises par ceux qui y croient, qui les interprètent, les font évoluer et les relaient sous des formes différentes. Et il parle d'une ubérisation des fake news, puisque chacun devient en quelque sorte consommateur, mais aussi producteur et diffuseur potentiel, évidemment. Et il pointe aussi un certain nombre de biais. C'est-à-dire que déjà, il y a un fameux biais qui est lié au principe, un fameux biais cognitif, pardon, qui est lié au principe de Dunning-Kruger, qui dit que tout le monde se prend pour un expert et qu'on a tendance à croire qu'on sait tout. Donc, on va parler de tous les sujets qu'on pense maîtriser. Et on a une incapacité à se reconnaître incompétent sur un certain nombre de domaines. On va être compétent, j'espère, sur certains domaines, mais pas sur tous. Donc, principe de Dunning-Kruger, on ne sait pas se dire incompétent sur certains domaines. À l'inverse, les personnes les plus compétentes, donc, par exemple des scientifiques, des gens très informés, eh bien, elles vont beaucoup moins partager de l'information parce qu'elles vont davantage douter, se remettre en question. Donc ça, c'est le paradoxe. Et puis aussi d'autres biais cognitifs qui sont mis en œuvre, comme le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on a tendance à valider ses opinions auprès d'instances, auprès de lecteurs dont on sait qu'ils vont les confirmer, et puis on va rejeter d'emblée toutes les autres instances qui vont réfuter ces opinions. Typiquement, les réseaux sociaux, avec leurs algorithmes, ça favorise ce biais de confirmation. Vous postez quelque chose sur Twitter, vous avez votre audience qui vous connaît, que vous connaissez. Le volume. Oui. Et vous avez votre propre audience. Et en fait, le fait
d'avoir votre propre audience, bah, elles vont aimer ce que vous allez dire, elles vont confirmer vos dires. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, vous allez avoir tendance à les bloquer et à ne plus les suivre, à ne plus les lire. Donc le biais de confirmation est quand même largement favorisé par les médias sociaux et par leurs algorithmes. Alors, qui diffuse des fake news, potentiellement tout le monde, seulement c'est pas aussi simple, on n'a pas tous le même impact. C'est-à-dire qu'il y a des célébrités, des personnalités, des acteurs, des personnalités politiques qui diffusent des fake news aussi. Et il y a une étude du Oxford Reuters Institute qui a montré l'année dernière que dans le domaine du coronavirus, les personnalités, les grandes personnalités partageaient 20% des fake news en volume. Seulement, si elles partageaient 20% des fake news, ça représentait près de 70% d'engagement sur les médias sociaux. Engagement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leurs fake news partagées ont représenté près de 70% des partages, des retweets, des likes, des mises en favoris, et donc de la diffusion, de la propagation de ces fausses informations. Donc évidemment, quand on est connu, on a une forte audience. Donald Trump avait un écosystème, par exemple, de 500 grands comptes qui relayaient systématiquement tous ses tweets et toutes ses prises de parole, et ça fait de l'écho, c'est une véritable chantre d'écho, et donc quand on est une célébrité, on a plus d'impact que un compte plus ou moins classique et anonyme sur Twitter ou Facebook. Et donc face à ça, comme je vous le disais, il y a une véritable nécessité d'éduquer, de sensibiliser et de rendre finalement autonome, surtout les plus jeunes, face à la détection et à la prise de recul des fausses informations. Pourquoi? Parce que les études montrent par exemple que 28% des 18-24 ans font davantage confiance à une information relayée sur les réseaux sociaux qu'à ce qu'ils trouvent dans les médias. Autre chose, il y en a 47% qui pensent que les réseaux sociaux, qu'avec les réseaux sociaux, c'est de moins en moins nécessaire de consulter directement les sites de médias en ligne. Donc face à ça, il y a un certain nombre de personnalités qui essayent de diffuser en quelque sorte la bonne parole, comme cette personne qui se prénomme Rachid Linstead sur Twitter, qui est très suivi. C'est un instituteur, c'est Rachid Zerouki, qui dit que l'ambition de l'éducation aux médias et à l'information doit être de former des fact-checkers, donc des vérificateurs d'informations, et non des consommateurs passifs d'outils de fact-checking, des outils dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, ça ne suffit pas de voir ce que font l'AFP ou les médias en vérification d'informations. On va être passif, on ne va pas forcément comprendre. Non, il faut avoir ses propres réflexes, d'analyse des médias. Qu'est-ce que c'est qu'une information, d'où elle vient, et donc favoriser un esprit critique. Et justement, le sociologue Gerald Bronner dit que l'esprit critique devrait être enseigné à l'école, à l'université, notamment pour empêcher les épidémies de crédulité sur le web. Alors, tous ces propos sont largement partagés par l'Éducation nationale. Il y a effectivement un programme d'éducation aux médias et à l'information dès les plus jeunes âges, mais là aussi, une étude de l'Éducation nationale a montré l'année dernière qu'il y avait seulement au final 30% des jeunes arrivés au lycée qui avaient eu ce type de formation. Alors justement, vérifier une information, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme bonne pratique pour vérifier une information? On va voir que ce n'est pas forcément évident, c'est des réflexes à avoir. Tout d'abord, il faut vérifier la source. Il y a quelque chose qui arrive, on vous dit, tiens, l'application Stop Covid va s'installer automatiquement, va vous géolocaliser. Il faut essayer de se poser la question d'où ça vient, qui sont les auteurs. Est-ce qu'on peut identifier la source? Est-ce qu'il y a seulement un auteur de clairement identifié? Après, si je rentre un peu dans un peu plus technique, le nom de domaine, est-ce que c'est pas un nom de domaine un peu bizarre quand vous recevez quelque chose qui est partagé par un site? Ça peut servir aussi pour le phishing, hein, quand vous recevez un mail qui vous demande de donner vos coordonnées bancaires. Est-ce que c'est vraiment le site d'EDF, GDF qui vous demande ça? L'objectif du site, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de vous informer ou de vous vendre des huiles ou des vitamines pour lutter contre le cancer, ou de vous vendre des conférences, des livres? Il y a toujours ce genre de questions à se poser. Et ils sont très fréquents, ces sites qui ne sont pas là pour vous informer, mais vous poussez à cliquer sur de la publicité. Le type du site, est-ce que c'est un site personnel? Est-ce que c'est un site professionnel? Qui administre le site? Depuis quel pays? Il y a des répertoires, ce qu'on appelle les répertoires de noms de domaine, qui permettent de voir, par exemple, que le site RT France, Russia Today au départ, Russia Today France, c'est administré à partir de serveurs et géré évidemment à partir de Moscou.
du contenu, quelle tête il a, est-ce qu'il y a des titres très racoleurs comme celui de Spoutnik France tout à l'heure pour le Capitole? Est-ce que c'est un registre de langage assez professionnel ou plutôt familier? Donc on voit qu'il y a du travail finalement, mais c'est plutôt un réflexe à avoir. Ensuite, il y a l'information elle-même. Déjà, j'ai fait une petite bulle avant de partager l'information, c'est bien de la lire. On a tendance à partager très vite en un clic d'information dont on a finalement lu qu'un titre et pas le détail. Se poser la question, est-ce qu'il y a d'autres médias qui ont relayé l'information qu'on tente de vous partager, voire un seul média en qui on a confiance, un média traditionnel. La date de l'information, là, ça devient plus compliqué. Est-ce que c'est une information vraiment nouvelle ou ancienne? Si c'est une photo, une vidéo où elle a été prise, tournée, là, on voit que ça commence à demander plus de ressources et de temps. La personne qui relate l'information, est-ce qu'elle a été en contact direct avec les faits? Et justement, est-ce qu'on parle bien de faits ou c'est plutôt des avis, des opinions qui sont relayées? Ce qui n'est pas du tout la même chose et ce qui a tendance à être de plus en plus mélangé de nos jours, surtout sur les médias d'information en continu. Et puis, est-ce que ça fait appel à vos émotions? Donc, est-ce que ça va enclencher certains biais, justement, des émotions très fortes, la colère, par exemple, qui va vous pousser à partager? Est-ce que vous en doutiez? Est-ce qu'il y a un fameux biais de confirmation qui se met en route? Est-ce que ça confirme ce que vous pensiez déjà? Et vous avez un préjugé, donc vous allez vouloir partager cette information et ça va être validé par votre entourage, justement. Vous voyez que là, c'est un peu compliqué. Alors, il y a énormément de ressources, rien qu'en France, et d'outils pour cerner et lutter contre ces fake news. Je vous en donne un tout petit échantillon. C'est très intéressant. Il y a près d'une cinquantaine de ressources sur le web et à la radio, à la télé, des émissions également qui décryptent les fausses informations. Il y en a de plus en plus. Il y a des médias, mais aussi des particuliers qui s'intéressent au phénomène. Alors, je vous cite par exemple l'AFP Factuel, un fact-checking, donc vérification de faits par toute une équipe de journalistes dédiés à l'AFP. C'est intéressant parce que c'est fait dans une quinzaine de langues, dans plusieurs pays. C'est très rigoureux, il y a une vraie démarche journalistique et d'investigation. Par exemple, une vidéo d'une manifestation aux Pays-Bas. C'est une vidéo qui a circulé beaucoup sur Facebook, qui disait ça c'est les Pays-Bas qui manifestent contre le confinement et contre la dictature des Pays-Bas. En fait, il n'en est rien, c'est après une analyse via des outils, c'est ça qui est intéressant, des outils disponibles pour tout le monde, Google Images ou Google Street View, ils ont analysé l'image, ils ont regardé, ils ont dit non, ça c'est une rue de Saint-Pétersbourg, c'était une manifestation qui s'est déroulée en Russie en soutien à Navalny. Donc voilà le style de vérification de faits que va réaliser l'AFP. Parfois c'est très détaillé, ils remontent à la source et ils vont interroger par exemple des scientifiques sur les vaccins. Il y en a bien d'autres, il y a 20 minutes, il y a les décodeurs chez Le Monde, donc il y a beaucoup de médias qui font ça. Puis il y a aussi de plus en plus de particuliers, et ça c'est particulièrement intéressant, des passionnés. Fake Investigation, c'est un compte Twitter qui décrypte les vidéos et les images. Je vous en ai parlé tout à l'heure à l'occasion de cette news sur l'attaque du Capitole. Autre initiative qui est assez intéressante, c'est les surligneurs. Et là, c'est un collectif de professionnels du droit qui vont analyser les informations sous l'angle juridique. C'est-à-dire que, notamment, les affirmations de personnalités politiques, par exemple, Pascal Canfin qui réclame plus de transparence de la Commission européenne pour les contrats d'achat des vaccins contre le Covid-19. Ils analysent ça sous l'angle du droit et sous l'angle légal. Ils vont dire si c'est possible ou pas. Et là, ils disent par exemple, non, c'est pas possible parce qu'il y a des clauses de confidentialité. Donc ça, c'est une initiative qui est assez récente et qui est tout à fait intéressante. Et puis, il y a même des collectifs qui se désignent comme collectifs citoyens, donc sur LinkedIn, qui analysent les fausses informations qui sont partagées sur LinkedIn et vous les expliquent. Il y a des outils. Donc pour ne pas être consommateur passif d'outils de fact-checking, de vérification, comme il disait tout à l'heure Rachid Zerouti, l'instituteur, vous pouvez essayer vous-même via des outils. C'est simple, mais c'est un peu de temps. Donc, par exemple, vous avez une fausse information qui dit Michel Simès, il ne s'est pas fait vraiment vacciner, c'était une aiguille rétractable sur les seringues, et on ne voyait pas l'aiguille d'ailleurs sur la vidéo. Vous utilisez Google Actualité, Bing Actualité ou Quant, par exemple, vous allez taper Michel Simès, vous allez voir qu'il s'est vraiment fait vacciner, mais on ne voyait pas bien l'aiguille sur la vidéo parce que la vidéo partagée dans les fausses informations était de mauvaise qualité. Vous pouvez utiliser aussi le moteur de recherche de Twitter, où là, vous allez avoir accès évidemment à énormément d'informations
va falloir faire le tri entre les informations qui vont être décryptées par les spécialistes du fact-checking, les vraies informations concernant Michel Simès et puis toutes les fausses. Et aussi les moteurs de recherche d'images. Et la recherche inversée par image, énormément utilisée à l'ère de la vidéo et de l'image, qui est énormément utilisée dans les fake news, l'image. Le moteur inversé d'image, c'est par exemple Google Images, ou Yandex Images, qui est un moteur russe qui est certainement le plus puissant, accessible au grand public, qui va vous permettre d'uploader une image, c'est-à-dire que vous fournissez au moteur une image de votre choix, une image que vous avez sur votre bureau, que vous avez récupérée sur Internet, pour qu'il l'analyse et puis trouve des images similaires ou des analyses qui ont déjà été faites sur l'image. Donc, par exemple, toujours à l'occasion de cette fameuse investiture de Donald Trump, il y a beaucoup de partisans de Donald Trump qui avaient dit, en fait, l'image, elle a été truquée, on a effacé les gens on a effacé l'audience sur le mall du Capitole. Et en fait, en fournissant l'image, par exemple, à un moteur comme Yandex, on va accéder à des gens qui ont analysé l'image et qui ont donc décrypté cette fausse information. C'est une vraie image. Et puis aussi, on va accéder, dans ce cas-là, ce que vous voyez à l'écran, à une information en haute définition qui permet de voir qu'elle n'a pas été du tout trafiquée ni retouchée. Voilà, donc il y a énormément de ressources. Tout ça, on l'a compilé dans un guide. On a en plus des interviews, et je vous en parle parce que dedans, il y a une interview de cette personne en haut qui est spécialiste de la désinformation dans le domaine de l'histoire de l'art et l'archéologie, Faustine Boulet, qui a une association d'ailleurs dans ce domaine, et moi je ne savais pas du tout avant de la découvrir qu'il y avait également des faux documentaires dans tout ce qui concerne l'archéologie, par exemple les pyramides. Voilà, je vous remercie, je rends mon écran et j'espère que je n'ai pas été trop long, et j'essaie de faire au mieux. Merci beaucoup Christophe. On a eu des questions pendant que vous parliez, et notamment une question sur finalement ce qui est quand même frappant, c'est qu'on soit finalement à ce point-là défiant en France, puisqu'on est quand même très mal classé. Voilà, on est très pessimiste par rapport à l'information qui nous arrive, très suspicieux. Et est-ce que il y a des études, est-ce que vous avez fait des recherches pour savoir à quoi on pouvait relier ce doute permanent et ce très français? Alors, il y a des études, c'est toujours pareil, parmi les études que j'ai citées, donc les baromètres Lacroix ou de Reuters, ils disent qu'en France, c'est quelque chose qui s'est installé, c'est pas récent, hein, c'est au moins depuis 10 ans qu'on est classé dans les pays les plus défiants. Il y a différents phénomènes. Déjà, il y a le fait que c'est pas seulement les médias et les médias d'actualité, c'est qu'il y a une défiance envers les autorités, les différents piliers d'autorité. C'est-à-dire que quand on prend le baromètre Edelman, par exemple, on voit que la défiance, elle est à la fois envers les médias, envers les politiques et envers les institutions en général. Donc, finalement, ce qu'on voit, le manque de confiance, la défiance envers les médias d'actualité, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg, mais c'est une défiance globale envers l'institution et envers aussi les scientifiques, ce qui nous concerne directement. On voit aussi que, je n'ai pas cité ce que je ne pouvais pas vous abreuver de chiffres, mais il y a aussi des études qui ont montré qu'il y avait une véritable défiance envers les scientifiques. Donc, l'origine de cette défiance, elle est un peu inconnue. On sait que la France, c'est un des pays les plus pessimistes au monde. On est dans le queue de peloton aussi. Et très critique envers tout ce qui est institution. Donc, il faudra analyser ça sous l'angle vraiment, je dirais, politique et territorial, dire est-ce qu'il y a, d'où est née cette défiance au fil des années envers les institutions. Je n'ai pas clairement la réponse, là, c'est complexe. Ok. Est-ce que autre chose qui est assez frappante aussi, c'est de voir que finalement il y a une grande partie des Français qui s'estiment finalement victimes de fausses news. Je crois que la statistique est assez importante en termes d'exposition. Oui, tout à fait. Il y a une étude qui est parue l'année dernière, non, c'est une étude de cette année, le baromètre Lacroix, qui montrait qu'il y avait au total 83% des Français qui s'estimaient victimes au moins une fois par mois et voire plus d'une fois par semaine de fausses informations. 83%, c'est beaucoup, et en fait, on peut se dire que c'est même sous-estimé.
Parce que pour dire j'ai été confronté à des fake news, il faut avoir conscience d'avoir été confronté à une fausse information. Et bien souvent, ce n'est pas le cas. Je vous parlais tout à l'heure de l'information sur l'application anti-Covid. On partage, on pense que c'est la réalité. Donc, on peut estimer qu'on n'est pas loin finalement de 100% être confronté à des fausses informations, à moins d'être hyper sélectif dans ses sources, quoi. Mais c'est vrai que c'est un phénomène très, très inquiétant. Moi, ce que je retiens aussi de votre intervention, c'est peut-être moi ce qui me surprend le plus, c'est notre responsabilité individuelle, c'est-à-dire qu'on est tous, pas forcément des émetteurs, mais en tout cas des relais de fake news à l'insu de notre plein gré ou simplement parce qu'on est d'accord avec ça. Et donc, ça nous invite quand même à une réflexion, à une introspection ou en tout cas à adopter des réflexes peut-être très différents de ceux qu'on utilise. Alors, il y a à les vérifier effectivement systématiquement, mais finalement, à l'heure de l'instantanéité des réseaux, comment on fait? Enfin, pour moi, enfin pour beaucoup de personnes, la clé, c'est vraiment d'éduquer dès le plus jeune âge, parce qu'on s'aperçoit que spécifiquement sur les réseaux sociaux, effectivement, c'est très instantané, c'est très rapide. Il y a quelque chose qui arrive, une information qui arrive, enfin une donnée qui arrive, et beaucoup ne se posent pas la question, ils la partagent. Alors, il y a une image qui est un peu trafiquée, etc., mais on ne se pose pas la question. La donnée, l'image, le texte est là, donc on partage. Et donc, il faut, pour moi, la seule clé, c'est d'éduquer dès les plus jeunes âges en disant, attention, tout ce qui est diffusé sur Internet ou sur les réseaux sociaux notamment, mais ça peut être aussi sur d'autres canaux, c'est pas parce que c'est là que c'est vrai, et surtout, posez-vous la question, est-ce que c'est pas un peu bizarre cette information avant de partager? Est-ce que c'est pas un peu gros? Voilà. Donc, se poser des questions, mais ça, il faut avoir l'éducation au départ, et ça, effectivement, ça devrait être vraiment intégré dans l'enseignement dès le primaire, je pense. Alors, d'autres questions qui viennent d'arriver. On a une question de Pauline Siol qui se demande si finalement on a un recul historique sur l'évolution des fake news. Voilà. Elles sont certes accentuées par les réseaux sociaux, mais… Alors, on tente de les chiffrer régulièrement. Ce qu'on voit, c'est que ça s'est fortement développé déjà depuis le début de la pandémie, puisque les gens sont beaucoup sur les réseaux sociaux, passent du temps sur Internet, donc passent plus de temps à créer des fake news et à en diffuser. Et puis, historiquement, c'est vrai que à partir du moment où il y a eu des réseaux sociaux très grand public comme Facebook et Twitter, mais surtout un équipement notamment très fort de smartphones, il y a aussi des analyses qui ont montré que le fait d'avoir un smartphone pour accéder à l'information, ça avait fortement accéléré la diffusion des fausses informations. Et puis, faut bien avoir conscience que depuis 3 ou 4 ans, il y a énormément de sites professionnels de la fausse information, notamment en santé et en sciences, qui créent des pages pour faire de l'argent, faire cliquer sur des publicités, et ça rapporte. C'est une économie, il y a une économie de la fausse information, donc ça se développe, et ça a apparu très fortement il y a 4 ans, des réseaux de fake news, que ce soit aux USA ou en France. D'accord. Du coup, ça rejoint aussi une question de Jocelyne Sarfati qui nous demande si est-ce que l'IA n'aurait pas un impact aussi sur… est-ce que ça contribuerait pas à diffuser des fake news, ou alors est-ce que plutôt l'IA peut jouer à l'inverse? Il y a ami ou ennemi l'IA Après, c'est toujours pareil, l'intelligence artificielle, enfin, nous, on utilise des algorithmes chez Digimind d'apprentissage, il faut voir comment elle apprend, et ensuite, c'est du code, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de fantasmes autour, c'est des lignes de code, et ensuite, on lui fait apprendre des comportements, on lui fait apprendre des mots. Et il faut que ce soit bien fait, c'est pas si évident que ça, on voit que même des grosses entreprises comme Facebook, ou YouTube, ils ont des intelligences artificielles pour essayer d'éliminer le contenu malveillant et fausses informations, mais on voit que c'est assez grossier, parfois ça écarte du vrai contenu. Il y a une vraie problématique, il y a les comptes de personnes qui luttent contre les fake news qui sont éjectés par les algorithmes de Facebook parce qu'ils parlent de fausses informations.
Donc, c'est pas la réponse à tout, parce que pour l'instant, il y aura toujours un train de retard entre la production et le fort volume de fausses informations et les capacités même automatiques de l'intelligence artificielle, parce que faut qu'elle puisse apprendre en permanence les nouveaux mots, les nouvelles informations qui vont être diffusées. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas tout faire reposer sur l'intelligence artificielle. On voit bien que les grosses multinationales des réseaux sociaux doivent s'appuyer aussi sur des réseaux de journalistes et de médias pour lutter contre les fake news. Donc, il faut toujours lier, pour l'instant, mettre de l'humain dans la machine. Alors, on a une question, parce que maintenant qu'on a entendu tout ça, c'est, mais mon Dieu, est-ce que vous n'auriez pas quelques méthodologies et astuces facilement applicables pour discuter d'une infox avec quelqu'un dans le but de la défaire? Je pense qu'on peut penser à possiblement face à un ado ou quelqu'un d'un peu crispé sur un sujet. Voilà. Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Alors, ça, c'est un gros sujet. C'est certainement le sujet le plus compliqué. Convaincre quelqu'un que c'est une fausse information, déjà, il faut essayer d'après les conseils des spécialistes, essayer de lui demander pourquoi il y croit, essayer de voir quelles émotions ça met en œuvre pour comprendre le mécanisme. Il faut être, on va dire, pragmatique et pédagogique, pas dire non, c'est faux, tu as tort, mais lui montrer les faits réels à partir de certains médias traditionnels et sérieux, et lui démontrer que la fausse information qu'elle y croit ne correspond pas à la réalité, parce que voilà, les faits ont été vérifiés par tel ou tel média, et c'est ça la vraie information. Alors, c'est un exercice très compliqué, hein. Il y a des professionnels, des journalistes qui font cet exercice-là tous les jours, et quand en face vous avez une personne qui a envie de croire à une fausse information, la tâche est véritablement ardue. Donc, mais il faut décrypter avec lui l'information, et surtout commencer par comprendre pourquoi il y croit ou il a envie d'y croire. D'accord. Mais c'est intéressant, ça fait lien avec ce que partage avec nous Nikita Gage, qui partageait les résultats d'une étude sur la Fondation Descartes, qui est fortement effective d'informations sur Internet. Et en fait, vous nous disiez 83% qui pensent être victimes et bombardés de fausses informations. Et en fait, finalement, il semblerait qu'il n'y en ait que 39% qui aient consulté vraiment des sources d'informations jugées non fiables dans les 30 derniers jours. Donc, il y a aussi un biais, finalement. Il y a forcément des biais, mais encore, il y a toujours un biais qui a été expliqué notamment par, je crois que c'était Kantar pour le baromètre Lacroix, un biais de sous-évaluation, parce que pour dire non, je n'ai pas été navigué sur un site de fake news, il faut en avoir conscience. Et le plus souvent, quand vous avez accès à la fausse information via les réseaux sociaux, vous avez fait défiler un fil d'actualité très vite, sur Twitter, sur Facebook, enfin bref, sur tous les réseaux sociaux, et vous avez une fausse information qui est noyée parmi d'autres qui sont vraies. Donc après, se dire non, je n'ai pas été sur un site ou je n'ai pas été confronté à une fausse information, c'est quelque chose de très complexe et pour lequel il peut y avoir un biais énorme, effectivement. Alors, je dis une dernière question, parce qu'on arrive au bout du temps qui nous était imparti. Une question qui était, est-ce que finalement, il y a des formations que vous pourriez recommander pour les employés dans les entreprises, pour les alerter sur ces risques, qui puissent aussi finalement être acteurs du démontage des fausses informations qui peuvent circuler autour d'eux? Alors, j'ai pas connaissance de formation, mais je sais qu'il y a des collectifs de journalistes qui interviennent à travers des sessions à la fois dans les écoles et dans les entreprises. Il y a des journalistes de France Info notamment. Il y a une émission sur France Info, Vrai ou Fake, animée par Julien Pain, et lui, il est souvent dans les lycées et collèges. Et dans les entreprises, je sais qu'il y a des écoles, alors je sais pas de la publicité, parce que je sais qu'ils m'ont contacté il y a quelques temps. Il y a Audencia, donc à Nantes, qui met en place une plateforme qui est en train de mettre en place une plateforme concernant la sensibilisation à la désinformation et une formation pour la formation continue pour les cadres. Mais ça se met en place actuellement. Est-ce qu'il y a des formations déjà
prête et accessible en tant que telle, je ne suis pas encore sûr, mais en tout cas, c'est qu'il y a de plus en plus d'écoles qui s'y intéressent et qui mettent ça en place. Puis il y a au-delà des formations qu'on peut vous dispenser, il y a sur YouTube des tutoriaux très bien faits, là encore de professionnels d'information et de journalistes qui permettent de donner des clés très intéressantes à partir d'exemples très concrets. Merci beaucoup Christophe pour votre intervention et vos éclairages qui, je suis sûre, ont ouvert plein d'autres questions. Voilà, et nous mettre face un peu à notre responsabilité de limiter notre capacité de relais de fake news. On sera heureux de vous retrouver le 27 mai pour le prochain webinaire qui sera dédié à la place des femmes dans les sciences et où nous accueillerons Julia Simon-Pietri de la Fondation L'Oréal. Je vais laisser le mot de la fin à Claude Hugo. Claude, si vous m'entendez. Oui, bien sûr. Je remercie bien sûr toutes et tous ceux qui ont participé à ce webinaire, qui nous ont rejoints. Bien sûr, comme tu avais précisé, Arabelle, il y aura un replay, donc un lien pour retrouver ce webinaire et avec toutes les réponses bien sûr apportées. Je laisse maintenant la parole à Olivier Perret, notre président d'Universcience. Oui, merci à toutes et à tous. Merci Christophe. Moi, je retiens un message assez positif quelque part, parce que ça pourrait être très noir tout ça. Un message positif, surtout sur les outils. Moi, j'ai noté plein de choses sur les outils disponibles, les outils au sein même des réseaux sociaux ou de l'Internet, en particulier pour convaincre les jeunes, les ados, de leurs médias favoris, je veux dire, d'aller chercher eux-mêmes et de se faire une opinion. Ça, c'est tout à fait intéressant et peut-être qu'on creusera encore plus la question ensemble. Merci, à bientôt. La prochaine fois, Femmes et Sciences, un autre sujet d'actualité passionnant. Bonne journée. Merci. Au revoir à tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir, merci à vous.